Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin, et aujourd'hui je suis accompagné d'Alex qui va nous présenter, qui va nous parler de son projet qui est actuellement sous Kickstarter, Bonnie and Clyde. Bonjour Alex. Bonjour tout le monde, Voilà, merci de donc, l'invitation. mais de rien. Donc on va voir rapidement, tu vas nous faire une petite vue d'ensemble sous Tabletop Simulator pour qu'on voit un petit peu les éléments de jeu. On va parler un petit peu de ton projet. Ensuite, les amis, on se retrouvera un petit peu pour du vieux comme à notre habitude. Et ensuite, le sociofinancement. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai basculé rapidement sous Tabletop Simulator. Je suis sous ta session. Présente-nous un petit peu le jeu, l'univers de ce beau road trip que tu nous proposes. Alors, bon, voici, là il y a tous les éléments qu'on trouve dans la boîte finale, hein. Ils sont peut-être un petit peu différents en taille parce que pour la manipulation sur tabletop, c'était nécessaire. Alors, on a essayé quand même vraiment de coller à l'histoire niveau design déjà, hein. Les voitures qu'on peut voir à droite, Hmm, sauf celles tout en haut, sont quand même des voitures d'époque. hmm. Euh, les armes, par exemple, quand on va remplir, c'est des armes qui étaient utilisées aussi. Voilà, La on a Thompson, essayé oui. de respecter l'époque. Ouais, voilà, ouais. La Thompson est Ouais, mythique. les Thompson, mais après, c'est la plus connue, mais voilà, l'arme favorite Hmm. de Clyde Barrow, c'était celle-là. Non, pas celle-là, pardon. Allez, soyons précis. Non plus, elle va jamais arriver Oh bah forcément. c'est pas Ça, grave, c'est c'est pas grave. l'arme favorite de Bonnie. Voilà, bah, on a essayé vraiment de respecter l'époque. Là, voilà. Hmm. Ça, c'est son arme qu'il avait. Il en avait plein dans sa voiture. Et Donc, pareil, la voiture d'époque, c'est ça. C'est la Death Car dans laquelle ils sont morts. Donc, ça, on a essayé de respecter. Oui, ouais, alors vas-y. ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens n'aient pas peur, parce qu'effectivement, quand on voit sous Tabletop Simulator, souvent ça fait un petit peu plus peur, parce qu'effectivement, il y a des boutons qui sont rajoutés. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sur un plateau de jeu, une fois qu'on l'installe, ça fait un petit peu, je vais pas dire un petit peu moins fouillis, mais il y aura des éléments en moins, effectivement. Là, tout ce qui est petits boutons et tout, ne vous affolez pas, tout simplement. Je voulais juste te couper pour Oui, ça. tout ça, ça y est Voilà. pas. Tout ça, ça y est pas. Oui. Non, et puis, de toute façon, vous le déposerez comme vous voulez. Mais tout se déroule autour de ce plateau, en fait, Mm. principal. C'est taille carte postale, hein, au final, parce que la boîte est vraiment petite et compacte. Donc, c'est autour de ça. Et donc, il y a les phases du matin, les phases de l'après-midi et la course de poursuite. Parce qu'en fait, il y a la police qui avance et nous, on avance. Et quand on se retrouve sur la même case, il y a des fusillades. La police nous rattrape et au bout d'un moment, la police va nous vaincre, hein, nous éliminer. Ah oui, En oui, fait, oui. donc, c'est ça le timer du jeu, quoi. D'accord. Le timer du jeu est simulé par cela. Plein de possibilités qui se rapprochent vraiment à un road trip réel pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire, mais qui ont au moins vu peut-être un film ou autre. Effectivement, donc les deux bandits, les deux gangsters dans un contexte économique un peu particulier vont essayer de fuir, vont faire des braquages de banque. Je trouve qu'il y a pour ce que j'en ai vu, alors j'ai pas eu la chance de pouvoir jouer, mais beaucoup de possibilités et de choix, de vrais choix. On va se balader sur les routes et quand on voit les cartes de route, ben, je vais essayer, voilà par exemple, on va, si tu peux m'en montrer, voilà, les routes de campagne, on va avoir des choix, donc la carte va se lire de bas en haut, et effectivement au fur et à mesure du jeu, si on a de l'essence, si on n'a pas d'essence, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir bifurquer pour aller dans une ville, pour pouvoir faire des actions d'achat, de braquage, énormément de choix, énormément de liberté. Oui, tous les icônes, on peut interagir avec chaque icône dans le jeu, hein. Donc là, on peut le voir avec une grande ville. Mhm. Là, il y a plusieurs choix. Donc, on arrive à Arcadia, par exemple. Donc, d'abord, on résout ce qui est en bas, parce que c'est obligatoire. Mhm. Et après, on voit Mince, qu'on a pardon. une banque, on voit qu'on a l'essence, la nourriture, le marchand d'armes et un endroit où dormir. Et après, on peut repartir par une route, en fait. Voilà. Et à chaque fois, on choisit d'y aller ou pas, en fait. Ouais, ouais, et c'est pour ça que j'aime ce principe. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis un fan de Alone Edition et je suis un fan de The Road. Je dirais que moi, dans l'esprit, ça m'y fait penser. C'est pour ça que j'avais qualifié ce jeu de vraiment de narratif sans texte. C'est vraiment ce que j'aime parce qu'on se fait
on se fait l'histoire dans la tête et on a vraiment une énorme liberté. Alors là, effectivement, là je fais une comparaison par rapport à The Road, là c'est beaucoup plus dense parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Énormément de liberté, beaucoup de choix. Moi, je trouve ce projet attirant. Et pourquoi j'ai voulu qu'on en parle et qu'on le mette un petit peu en avant, c'est parce que ce jeu, on ne va pas forcément le trouver en boutique. Tu n'as pas un circuit distributeur. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Je tiens à le lire tout de suite. Voilà, si tu veux en parler un petit peu. Ah, Je sais oui, que je te alors, coupe pour dans la revenir. présentation, mais Non, je voulais non, qu'on en parle. vas-y, c'est très bien. Et- Pour revenir d'ailleurs sur The Road, bah, moi aussi, hein, j'ai soutenu la campagne de Youssef et avec The Road, je l'ai à la maison, j'y ai joué, on y a joué, toute la famille a y joué. J'aime beaucoup ça, c'est vrai, mais ce n'est pas le même jeu, ça c'est Ah non, sûr aussi. non, non. Voilà. Disons que moi, dans Alors, l'esprit, ça m'y a fait un peu penser en il y a fait. le déplacement. Voilà. En fait, je suis fan de mouvement et de déplacement. C'est pour ça que j'ai aimé The Road aussi, du coup, Hmm. parce qu'on se déplace, on avance. Et il y a cette idée de course-poursuite et aussi de tout ce qui est derrière n'existe plus. On est tout le temps vers l'avant. Hmm. Pour en venir à ta deuxième partie, là sur. Oui, alors nous, on n'a pas de réseau de distribution, on ne travaille pas avec des distributeurs. En fait, nous, on fait tout nous-mêmes, de la conception des jeux, du jeu. Donc, c'est moi qui ai créé Bonnie and Clyde. Il y a d'autres personnes avec qui je travaille sur d'autres projets, tout ça dans East Games. Ensuite, la production, on l'a fait nous-mêmes, enfin nous-mêmes, entre guillemets, mais à 50 km de chez nous. Donc à 50 km, il y a les boîtes, à 10 km, il y a toutes les cartes et tout. Donc nous, on rassemble tout, on trie, on assemble tout dans nos locaux, toutes les cartes, toutes les tuiles. On vous fait vos petits, on assemble, on monte les boîtes, on met tout en De paquet et après, l'artisanal c'est nous qui pur. allons faire nous. Voilà, oui. Il y a quand même quelques grosses machines pour l'impression, Oui. mais à part ça, un jour, on arrivera à le faire. Et donc, on vous l'envoie directement chez vous, en fait, là pour Noël, parce que celui-là sera livré avant Noël 2022. Hein, ça, c'est l'idée aussi. Hmm. Euh, voilà. Et c'est Et on pense que c'est important de garder, on va dire, le contrôle de cette production et de tout ça, parce que on veut faire le mieux possible, hein, ça reste de la production, pour notre impact environnemental, on va dire, hmm. notre impact. Donc, il n'y a pas de plastique dans nos jeux, hein. Les jeux ne seront pas sous cellophane. Il n'y aura pas de papier bulle dans les envois. Il n'y a pas de sleeve ou de choses comme ça. Par contre, il y aura un tuto fait par Théo des ludistes origamistes, comme pour Ah, Witchside, hmm. pour faire votre rangement en origami. Et voilà, nous, on pense que c'est très important de faire quelque chose. Maintenant, on a une responsabilité de producteur, donc on essaye de faire au mieux comme c'est C'est possible. Voilà. c'est tout à votre honneur et justement je voulais, c'est vrai que je t'ai coupé un petit peu parce que je voulais en parler dès le début, hein. Vas-y, Il vas-y. faut mettre ça en avant parce qu'effectivement, donc déjà pour ceux qui veulent le jeu, pour ceux qui seraient intéressés, il sera difficile à trouver après. Effectivement, du fait de Ouais, ce non, c'est circuit de pas. Voilà. distribution, voilà, c'est vous, tout par vous, voilà. Quelques petites boutiques, comme tu m'as dit, mais vraiment choisies, vraiment c'est particulier. Disons notre entourage, hein, je veux dire, Exactement. déjà localement, les boutiques locales l'ont, et après, des cas particuliers, oui. Exactement. Et puis en plus, ce circuit virtueux, effectivement, avec pas de plastique et autres, il faut le mettre en avant. Vous êtes une petite maison en plus. C'est tout ce qu'on aime sur Kickstarter. À l'origine, c'était fait pour ça. C'est pour ça que je veux vous mettre en avant. Notamment parce que le Merci. jeu, moi, il m'attire. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de tester complètement. J'ai juste vu, effectivement, et je le rappelle, sur la page Kickstarter, je vous invite à aller voir tu as fait une partie et tu as fait aussi 3 tours de jeu pour expliquer le jeu. Je vous invite vraiment à aller voir cela. Là, on va pas passer notre temps effectivement à voir sous TTS. C'était juste pour que tu fasses une petite présentation effectivement rapide. Voilà. Le TTS, juste pour information, il va rester après la Oui, campagne là, il sera mis à jour et il restera disponible à toutes les personnes qui veulent. Voilà. Là, on d'accord. le laisse pour ceux qui n'ont pas forcément soit les moyens, soit la possibilité, voilà. Le jeu restera disponible. Ah bah ça c'est très bien, mais je vous invite quand même à baquer ou au Oui. moins aller Si- regarder sur si- la campagne, parce que quand même c'est pas pareil, hein. Non, Tabletop non, bien Simulator, sûr, mais ça va 2 si minutes. les gens aiment, après, on a confiance, ils vont nous soutenir. C'est ce Mais qu'on se dit. exactement, et ça je vous invite à faire cela. Donc effectivement, donc je t'ai coupé tout à l'heure, le plateau, effectivement, on voit beaucoup de choses différentes, les actions possibles dans les villes, le road trip avec les matins, les après-midi, euh, beaucoup d'actions,
tout par iconographie. Je te pose une question bête, je n'y avais pas pensé. Effectivement, il y a beaucoup d'icônes. Dans le livret, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il y a un détail des icônes pour un petit rappel? Ça me paraît logique, je Alors pense. là, on est Elles en train sont... d'implémenter. Donc, les règles que vous avez là ne sont pas la version avec l'iconographie, mais sur la campagne, on peut télécharger le livre des règles. Hmm. Il n'a pas été mis en page, mais il y a une double page à la fin qui sera réservée juste à tout un rappel de tous les icônes. Eh bien, c'est Voilà. parfait, c'est parfait. Vous voyez, des vrais professionnels. Voilà. Non, non, mais Ça y est. le jeu, je le trouve vraiment attirant. Vraiment ce road trip avec la course, mine de rien, avec la police. Une part de romance également, avec justement la gestion de l'amour entre Bonnie and Clyde. Voilà, c'est ici. Voilà, avec la piste justement d'amour, de mort, les butins, tout. Vraiment, on se retrouve dans un univers un peu cinématographique que j'aime beaucoup et qui est vraiment ressorti. Voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire tant qu'on est sur le Tabletop Simulator? Pour le tabletop, oui, je voulais juste montrer en fait, rajouter, oui, en fait, il y a une histoire de bluff avec les PNJ, on va dire. Bon, Ah, merci déjà pour la terminologie de narratif sans texte. Je vais l'utiliser maintenant parce qu'elle est bien. J'arrivais pas à le mettre en ah, mais mots. c'est tout à fait ça. C'est ça, ouais, non, mais ça, donc c'est super parce qu'en fait, je pense que c'est important parce que c'est pas à moi de vous imposer votre histoire, quoi. Je Exactement. donne un cadre et chacun va pouvoir se la raconter. Et je trouve ça vachement plus sympa chez soi. Comme ça, on peut se raconter ce qu'on veut. Exactement. Euh, mais ça, c'était pour narratif. Et l'autre truc que je voulais rajouter, oui, voilà, on peut faire du bluff avec les PNJ, les personnages non joueurs, enfin Mhm. les icônes, hein, par exemple. Donc, on va se retrouver face à l'épicier ou la banque, hein, voilà, la banque. Mais on ne sait pas comment ils vont réagir, en fait. Exactement. Et tout ça, c'est géré par des cartes, en Oui, fait. On a des cartes qui vont gérer, c'est le hasard. Donc, ça gère en bas, en gris, les accidents de voiture. À gauche, les braquages normaux. À droite, les braquages difficiles. Et en haut, on voit ça gère la banque. d'accord. Et donc là, dans ce cas-là, ils veulent se battre. Donc il y a il y a double fusillade, ça montre l'intensité. Mais il y a des fois où dans la banque, ils vont pas vouloir se battre, ils vont lever les mains et on va embarquer. Donc en fait, toute l'idée, il y a c'est de pouvoir gérer ce hasard et tenter en fait, voilà, et tenter de se dire bon, je peux l'assumer, je peux pas l'assumer, je tente quand même ma chance. Bon, il y a une partie de bluff Mm. contre le jeu, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que en parcourant, c'est ce que j'ai vu, ce n'est pas que du hasard. Les actions vont quand même être dirigées, notamment par tes choix précédents. Par exemple, les armes peuvent te permettre effectivement de passer d'un braquage difficile à un braquage facile en utilisant Ouais. des munitions, par exemple. J'ai vu ça sur une des cartes. Et ça me paraît, moi, dans mon esprit de rôliste, ça me paraît totalement logique. Parce qu'en fait, tu rentres avec cette arme, tu tires en... Le braquage allait peut-être être difficile, tu utilises une munition, et du coup, la munition, tu tires en l'air, effectivement, ça devient un braquage facile. Il y a des petits trucs comme ça que j'arrive très Ah, bien à imaginer, moi, côté roleplay. Tu m'arrêtes si c'est c'est... c'est- c'est- C'est vraiment ce que j'ai. Oui, mais en fait, moi, quand je crée un jeu, je pars de l'immersion. Du coup, Oui. je veux que le mécanisme représente ce que j'ai envie de faire passer. Par exemple, la grenade, c'est quand on est dans une multifusillade, on perd un d'amour, mais on utilise moins de munitions. Parce qu'en fait, oui, c'est dégueulaise de se battre à la grenade. Du coup, c'est Mm. pas du tout glamour. Donc oui, on a essayé vraiment de représenter. En fait, que les icônes aient une signification dans l'histoire, quoi, quand ça Ouais, va. ouais. Ah, mais ça me paraît complètement logique et j'aime le principe, franchement, j'aime ton jeu, c'est bien. Franchement, il est bien amené, j'arrive à m'immerger dedans. Il faut que je fasse des parties. Il faut que je fasse des parties à tout prix. Il m'attire, il m'attire. C'est le C'est temps, là. c'est tout. Donc, bah, je Ah, te mais mets... il va être là longtemps, t'inquiète. Ok, pas de souci, bah t'inquiète pas, il y aura une copie, je pense, hein. Donc, Ouais. moi, il faut que j'aille backer ton jeu, vraiment, parce que je ne l'avais pas encore fait, bah, tout le monde les finance, hein. Là, en voyant le jeu avec ta présentation, ça me donne encore plus envie, donc tu viens d'avoir quelqu'un de plus dans les backers. Merci. Merci pour la petite présentation générale. Alors, tu sais très bien qu'ici, dans ce créneau, c'est du vieux du neuf, et tu m'as parlé d'un jeu, Oui, bien sûr. effectivement, Pardon, je change de côté. pas de souci. Et tu m'as parlé d'un de tes jeux fétiches. Alors là, dans le vieux, on a vraiment une belle petite pépite que tu vas nous proposer, dont tu vas nous parler. Montre-moi ton jeu fétiche.
Alors moi, j'ai commencé, j'ai découvert ça, j'étais au lycée, en fait, dans le club jeu de rôle, on faisait aussi un peu de jeu de plateau. Donc, c'est Respublica Romana. Hmm. C'est un jeu de fausse coopération. Oui. Euh, donc, en fait, on joue tous des familles de sénateurs romains. On joue tous des familles de sénateurs romains et on va augmenter notre influence, avoir des voix, et donc on va voter sur tout ce qui se passe dans Rome, en fait, et le jeu va sortir les guerres puniques, les guerres des barbares autour, et ils vont nous attaquer. Et, euh, et quand on va aller vaincre les barbares, on va gagner de l'influence. Du coup, ça ne va pas plaire aux autres. Donc en fait, même quand on achète des armées, ben, celui qui contrôle les finances de l'armement, ben, il va devenir de plus en plus puissant. Du coup, on est vraiment dans un truc où ben, des fois, il vaut mieux aller au ras de Rome pour pas que l'autre ne gagne. Et ça dure 6, 8 heures. Enfin, Ah et oui, là, c'est horrible parce que pour ceux qui souvent on connaissent pas, perd pour pas que l'autre ait le pouvoir. moi je t'avoue que je le connaissais pas ce jeu. Moi, je le Ouais, connaissais que de nom, effectivement. En plus, c'est un jeu qui est très dur à trouver, effectivement. Plusieurs éditions est très dur à trouver. Mais apparemment, il a un intérêt énorme. Oui. Voilà, tu as l'autre en tant que version. fan, j'ai 2 éditions. Voilà, ça c'est la dernière En version qui fan, était sortie, ouais, effectivement. ouais. Et ce jeu Ouais. avec les influences, avec justement la famille, c'est ça. D'après ce que j'ai vu, l'intérêt vraiment, c'est d'avoir une famille. Même si le chef de famille, tu le perds, en fait, il y a un remplaçant, mais qui aura peut-être moins de pouvoir d'influence, qui aura d'autres caractéristiques. Voilà. C'est ça. Tu perds ton influence, tu perds tes voix, tout ça. Et Mm. donc, si tu te fais. Parce que tu peux tout simplement te faire assassiner, hein. Oui. Tu vas gagner, quelqu'un dit ben, je me lève et je l'assassine en plein Sénat. Bon, ben après, il y a des appels au peuple pour pas se faire exécuter. Pardon, pas se faire exécuter. Enfin, il y a. Mais on s'y croit vraiment. Ah, J'ai ouais, même ouais. joué une fois déguisé. Ah ben oui, mais ça c'est le jeu où il faut être en immersion, surtout vu la durée du jeu, forcément Ouais. tu es complètement immergé. Eh bien, Ah, je te remercie. Merci pour le vieux jeu. Merci pour la présentation de Bonnie and Clyde. Je rappelle qui est actuellement sous Kickstarter. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Moi, je vais vous présenter ben oui. rapidement un vieux jeu. Je vais vous parler de Small World, donc c'est moins vieux, effectivement. Je te remercie beaucoup pour ce tour d'horizon. Allez regarder la petite présentation, la vidéo sur la page Kickstarter, très bien faite pour voir quelques tours de jeu ou une partie. Je te remercie. Merci. Au revoir. Small World, on va parler de ce vieux jeu. Alors, vieux jeu, tout est relatif comme d'habitude, mais effectivement, c'est le jeu de l'année, l'As d'or à Cannes en 2010. Effectivement, Small World, un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs pour des parties de 40 à 60 minutes environ. Un jeu de petite conquête de territoire très bien fait dans lequel vous allez être un petit peu comme des dieux, effectivement. Il va y avoir plusieurs peuples et vous allez accompagner des peuples pour qu'ils s'étendent, mais parfois les peuples vont s'éteindre, vont décliner et vous devrez choisir le moment opportun pour lâcher ce peuple qui sera en déclin pour prendre un nouveau peuple. Au fur et à mesure de la partie, à chaque fin de tour, vous gagnerez des points. Et à la fin, forcément, à la fin de tous les tours, celui qui aura le plus de points aura gagné. Petite particularité pour le jeu, c'est qu'il y a 2 plateaux de jeu différents. Effectivement, la mise en place que j'ai fait est pour 2 joueurs, donc c'est le plateau qui est du côté de joueurs. De l'autre côté, c'est un plateau avec des territoires un petit peu plus petits, ça fait un plus grand nombre de territoires tout simplement. C'est pour 3 joueurs. Et ensuite, il y a également un autre plateau pour jouer à 4 ou à 5 joueurs qui est plus grand. Voilà, petite particularité de la chose. Alors, retirons cela et comment se joue Small World. Alors, comme vous le voyez effectivement, c'est des territoires qui sont entrecoupés. Dessus, nous avons déjà mis des peuples, ce sont d'anciens peuples, donc c'est un peu une faction neutre qu'il y a au début. Vous voyez que les territoires sont avec des territoires qui sont des prairies, des marais, des forêts. Il y a aussi des territoires d'eau que nous ne pouvons pas conquérir, sauf certaines fois, bon, il y a une petite carte particulière. Voilà. À chaque fois, il peut y avoir des petites indications qui seront en adéquation avec certains peuples ou certains pouvoirs. On va regarder ça tout de suite. Pour les parties à 2 joueurs, il y a 10 tours de jeu. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Nous voyons les peuples. Effectivement, alors les peuples, ils sont représentés à chaque fois par
l'identité du peuple et un nombre de personnages comportant ce peuple. Donc par exemple les nains, il y aura à chaque fois, quand vous choisirez un peuple nain, vous pourrez prendre 3 unités de nains. Mais également, comme vous pourrez le voir, il y a également des tuiles à côté qui sont des pouvoirs, un peu des capacités tirées aléatoirement pour chaque peuple. Donc par exemple, ce peuple nain, s'il était avec cette capacité, ce serait 3 unités de nains plus 5 unités. On va voir ça tout à l'heure. Ça change un peu la donne parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement d'évoluer sur le territoire. Donc nous avons une petite rivière effectivement tirée aléatoirement avec des peuples et à chaque fois un pouvoir, vous voyez, un pouvoir associé. Et nous avons la pioche ici qui compte malgré tout comme un peuple. Effectivement, nous avons quand même un peuple avec un pouvoir ici. C'est la pioche. Nous avons toutes les petites, voilà, tous les petits peuples, donc par exemple les sorciers avec toutes leurs palanquées de petits pions. Nous avons tous les peuples, et pour le besoin de la démonstration, j'ai déjà choisi trois peuples. Voilà, c'est pour faire quelque chose d'assez rapide. J'ai déjà un petit peu vu ce que j'allais vous proposer. Chaque joueur commence avec 5 points. Les points, ce sont des pièces. Normalement, elles devront être retournées. Pour à chaque fois que l'on décompte les points, on va garder les points et on ne les montrera pas, ce qui fait qu'à la fin, ça fera une petite salade de points qui sera cachée par rapport à notre adversaire. Donc, le tour de jeu. Alors déjà au début du jeu, vous êtes donc un espèce de dieu qui allait choisir un peuple, donc un choix très particulier dès le début. Par exemple, moi, ce que je vois effectivement, c'est qu'il y a quelque chose de très facile pour commencer. C'est par exemple les humains. Ils sont très faciles à gérer. Je vais peut-être partir là-dessus. Il me permettrait d'avoir 10 unités d'humains pour m'étendre sur la carte, pour conquérir la carte. La particularité des humains, le bonus des humains, c'est qu'à la fin du tour, chaque territoire que nous allons contrôler, qui sera un espèce de champ, nous rapportera un point supplémentaire. Mais également, pour conquérir les territoires de ce style, il nous faudra une unité en moins. Donc ça peut être fort intéressant, sachant que toutes ces combinaisons, si l'iconographie vous fait un peu peur, ne vous inquiétez pas. Chaque joueur aura une aide de jeu complète, voilà, avec le tour de jeu, mais également avec tous les peuples avec leurs pouvoirs particuliers et les pouvoirs spéciaux qui sont tirés en bonus. Donc voilà, je vous parlais effectivement de l'humain. L'humain prenait un jeton de victoire en plus pour chaque champ occupé en fin de tour. Et son bonus associé, qui était ici, monter. Toute colline et tout champ peut être conquis avec un pion de peuple de moins que nécessaire, avec un minimum de 1 pion. Donc voilà, petite aide qui est vraiment sympathique, qui est très pratique, parce qu'au début c'est vrai qu'on se dit que tous ces peuples avec de l'iconographie, ça fait beaucoup de choses, et bien ça va super vite. Donc voilà, comment ça se passe? J'ai choisi de prendre les humains, donc on prend du début de la rivière, je ne prends pas les géants armés, donc je vais mettre une pièce dessus. Je vais prendre les humains, donc je les prends, je les garde avec moi. En prenant les humains, je prends donc 10 humains, donc les 10 humains, je les avais déjà préparés tout à l'heure, et vu que c'est le premier peuple que je vais vouloir étendre, installer, eh bien, il est obligé de partir d'un côté, d'un bord de la carte. Donc bon, et humain, on va pas être bête, en plus on a un bonus avec les champs, je vais tout simplement partir d'ici. Donc comment ça se passe lorsque l'on veut conquérir un territoire? Eh bien tout simplement, on est obligé de mettre 2 unités minimum. Ensuite, pour chaque chose qui sera, chaque élément de décor ou de peuple qui sera présent, on devra rajouter une unité. Donc là, 2 unités pour un champ qui est vierge. Ensuite, je pourrais très bien continuer parce que j'ai encore plein d'humains qui peuvent se développer. Je pourrais choisir d'aller ici. Et bien effectivement, hein, voilà, on avait parlé, les champs ça me rapporte un bonus, mais j'ai également un bonus pour les champs et les prairies. Alors, on va y aller après, mais pour vous montrer un exemple classique, comment ça se passe? Eh bien, on a dit, pour se déployer, il me faut 2 unités. Mais également, il y a aussi un ancien peuple qui est ici. Donc je rajoute une unité pour battre cet ancien peuple. Donc normalement, ce peuple serait retiré et le champ devrait, enfin la prairie devrait être à moi. Sauf que effectivement, on a un petit bonus qui fait que les champs et les prairies, il nous faut une unité en moins pour les acquérir. Donc, ce champ ici, au lieu de 2 unités, me demandait une seule unité. Et cette prairie, pour la conquérir, me demandait une unité en moins. Voilà. C'était la petite particularité de ce bonus. Et ainsi de suite, je peux développer mes
humains. Donc par exemple, si les humains voulaient conquérir ce territoire, il faudrait 3 unités d'humains, parce qu'effectivement, 2 unités de base, plus une unité pour chasser l'ancien peuple. Et pour conquérir ce territoire qui est un grand champ, comme on peut le voir, eh bien, il me faudrait 2 pour conquérir, plus 1 pour expulser le vieux peuple. Mais vu que j'ai mon bonus ici, mon bonus de montée, eh bien, je n'utilise que 2 humains. Je pourrais très bien tenter, par exemple, d'aller dans un autre endroit. Par exemple, j'ai 2 unités encore qu'il me reste. Je pourrais tenter d'aller ici. Effectivement, il me faudrait 2 unités pour me développer là, plus une unité parce qu'il y a un ancien peuple. Sauf que, vu que c'est ma dernière expansion que je vais faire, par contre, il ne me restera plus rien à la fin, je peux tenter d'aller ici. Donc, tenter d'aller ici, ça me ferait 2. Il m'en manque un. Je peux prendre le dé car c'est ma dernière expansion. Je lance le dé. Et voilà, j'ai 2 unités supplémentaires en théorie. Voilà, ça me rajoute un petit bonus, donc ça me ferait 2 plus 2, 4 unités. Je pourrais chasser l'ancien peuple et me mettre sur le territoire qui me demandait 2. Donc 2 plus 1, ça demandait 3. Et là, j'ai 2 plus 2, 4. Donc j'ai pu me mettre, effectivement, me développer ici également. Sachant qu'il y a une face à 1, une face à 2, une face à 3 et 3 faces à 0. C'est la fin de mon tour. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, maintenant que j'ai conquis toutes ces régions, je vais pouvoir faire un redéploiement. Donc, tous les territoires dans lesquels j'avais des unités, je les prends, je les mets dans ma main avec les jetons qu'il me resterait. Et je peux redéployer mes unités tactiquement pour essayer, par exemple, de sauvegarder des endroits particuliers. Donc là, je me suis développé, mais c'est pas forcément ce qui va me rapporter le plus de points. Je vais essayer de me mettre un peu plus dans les champs, pour sauvegarder les champs au cas où je me fasse attaquer par le prochain joueur. Oui, je vais essayer de sauvegarder les champs. Voilà, je maximise les champs, et puis une petite prairie quand même. Voilà. Donc, j'ai fait mon redéploiement. Ensuite, je compte mes points. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points. Je gagne 5 points car ce sont 5 territoires qui m'appartiennent. De plus, j'ai un bonus avec les humains qui fait que chaque champ me rapporte également un point. Donc je prends également 2 points supplémentaires. Donc forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, on retourne, on garde les points pour pas qu'il y ait l'effet où ce soit trop calculatoire au fur et à mesure de la partie. Voilà, alors si l'adversaire a forcément une super méga mémoire, il va s'en rappeler, ou s'il compte les points, mais normalement, c'est un petit peu caché. J'ai terminé mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, je re-remplis la rivière. Voilà. Et le deuxième joueur peut jouer. Alors, le deuxième joueur, il a senti l'aubaine, il voit que les géants, ça l'intéresse fortement. Bon, en plus des géants armés. Donc, par exemple, il va prendre ce peuple. Alors, ce peuple, vu qu'il est en première position, il n'est pas obligé de payer un coup, parce qu'il n'y a pas de peuple qu'il a passé. Donc, il prend celui-là. Et en plus, il y avait déjà une pièce que j'avais mis tout à l'heure. Donc, mon adversaire va récupérer les géants. Il va faire de même, il va se déployer en partant des côtés. Bon, bah voilà, je mets quelque chose de tout bête, hein, voilà, c'est juste pour expliquer. Il prend ici, ensuite il se développe. Voilà, c'est juste pour une explication. Ensuite, on recomplète encore une fois. On compte les points pour mon ami ici qui avait donc 2 territoires. Et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Là, nous venons de faire notre premier tour. Donc, notre premier tour étant fait, on continuera. Il y a quelque chose qui se passe au fur et à mesure. Comme vous le comprenez, là, il pourra y avoir des batailles. Alors, comment ça va se passer une bataille? Je vais en simuler une rapidement. Imaginons qu'ici, mes amis les géants, voilà, soit ici, on va mettre 2 pions. Voilà, 2 pions géants. Moi, lors de mon tour, si je veux faire par exemple, voilà, disons que dans ma main, il me reste 3 pions, 4 pions. Voilà, 4 pions. Tout simplement, je voudrais m'étendre ici, il y a déjà 2 géants, donc mon adversaire. Tout simplement, ça voudrait dire qu'il me faut 2 plus 2. Donc, avec plus 2, il me faudrait 4 pions. Je les prends, je les mets, et les géants, un va être défaussé, et un va être remis ici. Effectivement, à chaque fois qu'on renvoie un peuple, là, parce qu'on a
réussit à récupérer son territoire parce qu'on est en supériorité, on arrive à mettre assez de pions, eh bien, il y en a toujours un qui va être perdu. Vous comprenez bien qu'au fur et à mesure de la partie, du coup, les peuples vont décliner. Parce qu'à force de bataille, il va y avoir de moins en moins de pions, il va y en avoir de plus en plus dans la pioche. Dans la défausse, pardon, dans le cimetière plutôt, parce qu'on ne pourra plus les récupérer. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, la personne qui avait ce peuple sans le vent tourner, eh bien tout simplement, il va pouvoir choisir de dire que ce peuple est en déclin. Comment ça va se passer? Il récupère tous les pions du peuple en déclin, il en laisse un seul par territoire, parce que s'il n'y a plus de pions sur un territoire, votre peuple a disparu de ce territoire, il ne vous appartient plus. Et on retourne le peuple en déclin. Donc le peuple en déclin nous appartient toujours, sauf qu'on ne va plus le gérer. On ne pourra plus le faire se développer. Il est en déclin, il va se mourir petit à petit. À chaque fin de notre tour, il va nous redonner des points. Malgré tout, il sera là pour le décompte de points, mais il ne compte plus. Et à la place d'utiliser ce peuple en déclin, au début de notre tour, eh bien, tout simplement, lorsqu'on aura choisi de passer ce peuple en déclin, on choisira un nouveau peuple. Donc, peut-être, bêtement, que je ne choisirai pas ici ou ici, je choisirai les Tritons des marais, parce que ce bonus m'intéresse à un moment donné. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, je sens le vent tourner et je me dis que suivant la situation, peut-être que les Tritons des marais, avec leur bonus, vont être intéressants tactiquement. Et on récupère les Tritons des marais et on jouera les Tritons comme un nouveau peuple. Donc ils viendront d'un des côtés de la carte, tout simplement pour se développer. Voilà, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'assez rapide à expliquer. L'aspect tactique peut être un petit peu flou en début de partie parce qu'on ne voit pas encore les situations dans lesquelles tel ou tel bonus va m'intéresser du fait qu'il y a quand même une grosse iconographie et pas mal de différences entre les peuples et les pouvoirs. Mais une fois qu'on a fait quelques parties, qu'on a bien appréhendé les pouvoirs et les peuples, on voit à peu près tous les avantages parce qu'effectivement il y a par exemple il y a les squelettes. À chaque fois que les squelettes, par exemple, leur pouvoir spécial, ils arrivent à conquérir 2 territoires sur lesquels il y avait eu des ennemis, eh bien, ils vont faire ressortir de terre, enfin, parmi les morts, il va y avoir un squelette supplémentaire, et du coup, on récupérera un squelette à chaque fois qu'on fait une paire de combats gagnés en gagnant 2 territoires. Il y a des petites choses comme ça. Vous voyez, il y a des bonus avec les cavernes, parce que comme vous le voyez sur le plateau, il y a des cavernes. Il y a également des mines. Alors, vous vous doutez bien que, de toute façon, les nains, les mines, ça leur rapportera des points. Vous avez des points absolument sur toutes les situations. Vous avez des camps que vous allez pouvoir rajouter. Vous avez un peuple, ce sont les trolls. Les trolls, ils vont rajouter des cavernes. Ça va être des endroits, ça va être un peu leur bastion, ça va leur rapporter des points. Pardon. Donc, beaucoup de possibilités dans ce jeu. Un jeu tactique, un jeu qui est très drôle à jouer. Oui, parce que c'est tactique, mais pas trop. C'est tactique mais pas trop, il y a un très bon compromis, ça tourne rapidement autour de la table une fois qu'on a fait quelques parties, qu'on a appréhendé les peuples, c'est rapide, c'est fun, c'est pas pour rien qu'il a été justement l'As d'or en 2010, ça reste un très bon jeu. Si vous hésitez sur cette version, je vous rappelle que si vous êtes beaucoup plus World of Warcraft, eh bien World of Warcraft, il y a une version, effectivement, c'est Small World of Warcraft. J'ai pas l'impression qu'il y a des mécaniques en plus, j'ai regardé rapidement, plutôt que des plateaux de jeu qui sont différents. En fait, Small World of Warcraft, ça va être des îles différentes et vous allez agencer et mettre les îles suivant le nombre de joueurs avec des passages entre les îles. C'est la grosse modification, c'est tout qu'il y a. Et du coup, ces entrées, ces passages, en fait, vous demanderont un point de peuple supplémentaire pour les prendre. Voilà, c'est pas une grosse modification, mais si vous préférez le graphisme World of Warcraft, ça peut vous intéresser. Alors, voilà, c'était Small World, j'espère que ça vous a plu, et maintenant on va passer au sociofinancement. Alors une petite semaine du sociofinancement, il y a peu de choses qui m'ont vraiment attiré. In the heart of darkness, you are in the role of one or more protagonists brought by fate to the island of Mora, which hides a dark and ancient secret that stretches back for thousands of years. Dark creatures have smelled the blood of living beings on this deserted island.
Each protagonist has their own goal and reason to be here, and now they are imprisoned here and need a way to save their lives and maybe a way to solve their own reasons for being on this cursed island. In the Heart of Darkness is a survival co-op board game for 1 to 4 players. Dans In the Heart of Madness, vous devez vous enfuir de cette île à tout prix. Un jeu de survie horrifique mêlant combat, craft, sortilège pour survivre, de 1 à 4 joueurs. Ce jeu me paraît assez bien taillé justement pour les parties solo. Des événements, des apparitions de monstres et des passages d'informations entre joueurs uniquement lorsqu'ils sont au même endroit ou avec un moyen de communication, ça évitera l'effet joueur alpha si vous vous y tenez. Un design qui peut en rebuter certains avec cette patte graphique qui ne me déplaît pas. Une version française physique est annoncée chez Don't Panic Game et ça c'est une bonne nouvelle avec un prix contenu. The Amazon is the largest rainforest on Earth. Not only does it provide 20% of Earth's oxygen, but it is home to more than a tenth of the planet's flora and fauna. You have been called here to the Amazon to help further prosper Earth's treasures. Life of the Amazonia. Alors, mon premier réflexe depuis quelque temps, même pour des projets que j'attendais, c'est de regarder le design et le prix du jeu. Dommage, on devrait d'abord regarder le travail proposé et les mécaniques. Mais là, force est de constater que les tuiles sont très moyennes, en tout cas pas pour moi, le jeu faisant un effet de, je ne sais pas, un effet jeu pour enfants assez criard, et le prix me paraît assez élevé. Alors après Wild Serengeti, poussons l'aventure pour regarder ce qui nous est proposé, un jeu de placement d'ouvriers avec du backbuilding et du placement de tuiles pour reconstituer et harmoniser un écosystème et ainsi gagner des points. D'adorables meeples et un prix de base de 65 $ hors taxes, hors frais de port, un attrait beaucoup moins grand pour ma part par rapport à son grand frère. Peut-être vaudra-t-il mieux attendre la sortie boutique. Et à côté de ces deux jeux, il y avait le reprint de Wonderland's War, un gros reprint mais toujours uniquement en anglais avec un prix qui augmente avec le coût des matières premières. C'est dommage car c'est apparemment un jeu original de contrôle de territoire et de majorité. 3 jeux de board game table dans une campagne commune comme d'habitude, à vous de voir si l'un d'entre eux vous intéresse. Pour le plaisir des yeux, il y a Pollen, Roll to the Top qui mériterait peut-être plutôt d'être un print and play, et Big Top, un jeu d'enchères. Pour la fin, une petite surprise qui m'a bien attiré avec 911 opérateurs. Un petit jeu, travaillé en équipe dans la ville pour que la police, pompiers et ambulances agissent et résolvent des situations. Je passe rapidement, malheureusement, à cause d'un prix honnête de 39 $ qui est vraiment entaché par un shipping assez lourd. Alors, 39 $ et imaginez que par exemple pour le Canada, le shipping estimé serait de 15 à 30 $. Je trouve un trop gros pourcentage du prix du jeu dommage. Et voilà pour cette semaine. Alors je vous dis à bientôt pour du vieux du neuf, disons dans 15 jours. En effet, je vais espacer les rendez-vous dominicaux, raison de boulot et famille, vous comprendrez, donc tous les 15 jours. En parallèle, je compte bien vous proposer des vidéos de jeux, ne vous inquiétez pas. Alors à bientôt pour la Société des Jeux.